tous les deux, Oui. en plein dans le coup. Il n'y a pas eu de CEDER communautaire sans Janine, là où j'étais. T'as assez de lumière? Parce que regarde Janine. J'ai le droit de poser une question. C'est des choses qui n'existaient pas avant-guerre. Quoi donc? Non, Un CEDER communautaire, un CEDER qui se fait en dehors d'une table familiale. Il y avait peut-être dans la pension cachère tenue par Madame Klein, la mère de Samy Klein, peut-être, je ne sais pas, mais c'est pas sûr, oui. C'est peu probable. Ça y est, t'es au point? On peut commencer. Bon, alors, au début, alors je vais dire vous, hein, parce que dire tu, ça fait un peu naze. Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots votre parcours jusqu'à votre arrivée à Strasbourg comme aumônier de la jeunesse? Bon, alors, volontiers, je suis né à Strasbourg, mais je n'ai jamais habité avant la guerre. Par conséquent, l'arrivée à Strasbourg, c'est 1953. Et auparavant, j'ai grandi à Metz. Après, ça a été l'exode. Et notre famille était à Lyon. Je me suis trouvé élève du petit séminaire israélite de Limoges de 1942 à 1944. Puis, et en tant que participant à l'activité du mouvement des éclaireurs israélites de France et ayant été également chargé de convois d'enfants qu'il fallait cacher à partir de l'été 1942 jusqu'au printemps 1944, lorsqu'est arrivé l'ordre de mobilisation lancé par le chef du mouvement, Robert Gamzon Castor, en mai 1944, j'ai rejoint effectivement le maquis qui a été créé par les EIF dans le département du Tarn. Et après le maquis, ça a été l'engagement dans la première armée française, les combats en Alsace, puis l'occupation en Allemagne, ma démobilisation en septembre 1945, une année d'études à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, 2 années d'études pour la licence d'histoire et de géographie à l'université de Lyon, notre mariage, et 2 années parisiennes, suivi par 2 années où nous avons résidé à Bruxelles, à la tête de l'école juive de Bruxelles. Et 1953, ça a été donc l'arrivée à Strasbourg où j'avais été invité à présenter ma candidature pour un nouveau poste qui était créé à Strasbourg, celui d'aumônier de la jeunesse juive. Oui, alors ce qu'on voudrait savoir, c'est comment s'est passée la création de ce poste? Qui en a pris l'initiative et qui s'est adressé à vous, qui n'étiez pas connu dans la communauté de Strasbourg? Je pense que Strasbourg avait été déjà avant la guerre une communauté qui, sur le plan de l'éducation juive, avait pris des positions de nouvel âge, comme on dit aujourd'hui, de New Age, étant donné qu'avait été créé un centre pour la jeunesse qui s'appelait le Merkaz HaNoar, c'est-à-dire centre de jeunesse, qui était destiné au mouvement de jeunesse et où il existait une animation à la fois éducative et culturelle. Et l'équipe qui avait créé ce centre de jeunesse, c'était de jeunes militants juifs de la communauté et du consistoire. Il s'agissait
dans la mesure où j'ai des souvenirs précis et, Léocone. non, pas de Léocone, je parle de Strasbourgeois qui étaient militants de la communauté. C'était un médecin qui s'appelait le docteur Joseph Weil et un commerçant qui était Georges Bloch. Mais ceux qui animaient... Qui sont d'ailleurs connus du site du judaïsme alsacien, car il y a des écrits qui les mentionnent. Bref, avant la guerre déjà, cette équipe de jeunes militants juifs de Strasbourg avait invité un éducateur de premier plan qui était aussi un musicien de premier plan et un homme extrêmement érudit en culture juive, à un niveau qu'on connaissait très peu en Alsace, et qui était un émigré d'Allemagne et qui s'appelait Léo Kohn. Et il avait été invité à prendre la direction du Merkaz à Noir, du centre de jeunesse, et il l'avait accompli. Il est resté attaché ensuite au mouvement des éclaireurs israélites de France, et sous l'occupation, il a été l'aumônier des éclaireurs israélites de France. Il a œuvré dans un centre agricole créé par les éclaireurs israélites de France, à Lautrec, et il se disposait à partir en Israël avec un important groupe de jeunes gens et jeunes filles qui étaient tous des jeunes gens qui ont été formés par des centres agricoles des éclaireurs israélites de France. Il a été arrêté à la gare de Toulouse avant de pouvoir passer en Espagne. Son groupe est resté intact, mais lui a été déporté d'abord à Drancy, puis de là à Auschwitz, et il a été assassiné par les Allemands à Auschwitz. Alors après la guerre, qui a créé le poste d'aumônier de la jeunesse? À la tête de la communauté, il y avait à l'époque Charles Ehrlich, qui lui-même était issu de la résistance. Et ce qui est pas important à souligner, c'est que les dirigeants juifs qui ont eu en main la communauté qui ont pris les responsabilités de la communauté après la guerre, c'était des hommes et des femmes qui avaient été actifs dans tel ou tel cadre de la résistance juive. Je crois qu'il faut le souligner, c'est ce qui a marqué un renouveau de la vie juive à Strasbourg. Tout ce qui s'est passé là-bas, je crois que ça a germé au sein de la résistance dans les circonstances de l'époque. Alors, je crois que c'était Charles Ehrlich qui s'était adressé à moi, à moins qu'il l'ait fait par l'intermédiaire du chef spirituel de la communauté, qui était Abraham Deutsch, le grand Romain Deutsch, qui me connaissait de l'époque de Limoges, puisque c'est lui qui avait dirigé le petit séminaire israélite de Limoges. J'étais donc pas un inconnu chez une partie, en tout cas, des dirigeants juifs de Strasbourg, et je crois que c'est de cette manière que le shidur, c'est-à-dire la relation, s'est faite entre la communauté et moi-même. Si je peux ajouter quelque chose à ce changement qui s'était passé au moment de la guerre, je crois que ce n'était pas seulement à travers les mouvements de résistance. Je crois qu'il y avait eu une prise de conscience très forte de la manière dont on avait mal reçu les réfugiés d'Allemagne et de Pologne. Et quand on s'est rendu compte qu'au moment des déportations, il n'y avait vraiment pas de différence entre les uns et les autres, je crois que ça a opéré un changement fondamental dans la manière dont on a perçu l'étranger.
et dont on a été très sensible par la suite à la manière dont on recevait, dont on accueillait les Juifs d'Afrique du Nord, par exemple, ou les Juifs de passage. On avait qui passaient par Strasbourg venant d'autres villes, et ça a joué un rôle très important. J'ajouterais aussi que je pense, mais ça c'est vraiment un détail, que parmi les gens qui ont été à l'origine de notre passage de Bruxelles à Strasbourg, il y avait aussi peut-être ma maman qui était veuve depuis 2-3 ans et qui, ayant entendu parler de ce poste qui se créait, a un petit peu, elle connaissait bien Charles Ehrlich, a peut-être un petit peu joué d'un peu d'influence qu'elle pouvait avoir pour nous faire revenir. Et aussi le fait que finalement Bruxelles avait été une expérience intéressante, mais assez décevante dans la mesure où pour les Juifs polonais à Bruxelles, nous étions, on ne savait pas le yiddish, donc des étrangers, et pour les Juifs alsaciens qui habitaient Bruxelles, on était des gens, Lucien était un type qui s'occupait d'écoles juives, donc c'était pas un type de chez nous. Alors on était toujours un peu entre deux communautés, et je dois dire que c'est certainement un des éléments qui nous avait poussé à créer là-bas un groupe esprit avec des amis non juifs recrutés par un professeur d'université, Georges Schneck, qui est devenu président du consistoire, etc., qui a rassemblé quelques non-juifs dont je garde un souvenir très 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 bon et très fort, qui se rassemblaient chez nous pour parler alors de sujets beaucoup plus larges, d'éducation, etc. Ça a très bien marché jusqu'au moment de l'affaire Finali, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, alors donc, quand vous arrivez à Strasbourg, donc Janine est une Strasbourgeoise, elle est chez elle. Pour vous, c'est la première fois finalement que vous allez résider dans cette ville. On est en 1953. Est-ce que vous pourriez décrire ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, vos premières impressions en arrivant dans la communauté? J'ai des souvenirs assez confus à ce point de vue-là. Je me souviens, je ne me souviens pas d'incidents désagréables, de difficultés particulières que j'ai pu ressentir. J'étais tout de suite lancé dans la fièvre de l'activité. D'ailleurs, le Merkaz HaNoar, bien que n'ayant pas à sa tête de personnes chargées de l'animation, était bruissant d'activités, qui était le fait des cadres du mouvement de jeunesse. Et ceci facilitait évidemment la tâche, et il n'était pratiquement pas nécessaire de stimuler les mouvements de jeunesse. Il s'agissait éventuellement de régler par-ci, par-là quelques petits problèmes d'ordre technique qui, bien sûr, sur place étaient toujours grossis par toutes sortes de facteurs, mais qui, en fin de compte, étaient d'une importance marginale et non pas trop préoccupés. Ce que je veux dire, c'est que je me suis senti à Strasbourg très facilement dans mon élément. Quand je dis je devrais dire nous, parce que effectivement ça a été facilité par le fait que Janine était connue à Strasbourg, qu'elle avait eu de l'activité et des responsabilités au Merkaz HaNoar avant notre mariage, qu'elle avait fait ses études à l'université de Strasbourg. Nous avions également une vie familiale qui nous préoccupe,
sollicité beaucoup, mais dans un sens qui ne nous éloignait pas des préoccupations communautaires, parce que il s'agissait donc de nos deux enfants, de nos deux garçons qui étaient nés avant notre arrivée à Strasbourg. Plus tard, et naîtront aussi là-bas à Strasbourg, même nos deux filles, dans un délai pas lointain du tout. Et il y avait la présence à Strasbourg d'autres jeunes couples que nous connaissions antérieurement ou non, mais dont on a approfondi les liens parce que ils étaient de notre âge, ils avaient fait des études similaires aux nôtres, l'un ou l'autre avait également participé à la résistance, ils avaient des enfants de l'âge de nos enfants et ils avaient également, eux, des responsabilités dans telle ou telle instance de la vie juive à Strasbourg. Et vous pouvez les nommer ? Et ça a été une espèce d'intégration qui présentait toutes les conditions favorables pour une bonne réussite. Ça n'a pas été... je ne me sentais pas du tout à l'étranger en arrivant à Strasbourg, malgré des antécédents donc à Paris et à Bruxelles. Les difficultés qu'a évoquées tout à l'heure Janine en ce qui concerne Bruxelles, où en fait nous n'avons pas trouvé de milieu d'intégration, ont été d'emblée résolues à Strasbourg, où tout le milieu juif a été le milieu d'intégration, le milieu dans lequel on a pu s'épanouir et contribuer à son épanouissement à lui-même. Alors, au point de vue de mon activité dans la communauté, avant mon mariage, comme j'avais été, avant notre mariage, j'avais été à Orsay, un an, j'avais été censée me former comme cadre. En fait, j'y ai passé une année merveilleuse et où j'ai découvert ce monde des jeunes nord-africains et une vie tout à fait passionnante où j'ai pas appris grand-chose au point de vue juif, mais où vraiment on s'est beaucoup épanoui par rapport à qui était l'idéal de Castor qui avait créé cette école de cadre, dans un sens de l'harmonie générale, de l'épanouissement personnel. Et alors quand je suis revenue à Strasbourg, où j'ai continué donc ma licence de psycho que j'avais commencé avant Orsay, on a considéré que je savais peut-être un petit peu quelque chose et j'ai été cooptée dans la commission culturelle de la communauté. Le rabbin Deutsch, qui décidément joue un grand rôle dans notre vie, m'avait entendu faire un exposé sur le chassidisme et avait considéré que c'était bien tourné. Bref, il m'a fait coopter à la commission culturelle de la communauté et aussi à le remplacer comme professeur de religion au lycée de jeunes filles. Et c'est lui qui m'a amené, présenté à des élèves, je crois, de 4e, qui étaient très intéressantes et c'était une classe remarquable. Plusieurs sont devenus des amis par la suite, parce qu'on avait 3-4 ans de différence, mais ça m'a aussi fait découvrir ce que je pouvais apporter en tant qu'enseignante. Et j'ai toujours beaucoup aimé l'enseignement qui me permettait de faire du cinéma et puis d'exercer un peu d'autorité. Alors à la communauté, donc on était assis, je me rappelle, Julienne Hertz, dont vous avez sans doute entendu parler, et moi l'une en face de l'autre,
et au milieu de tous ces messieurs, très dignes, etc. Et on tricotait. Ce Où qui les se énerve. déroulaient ces réunions? Pardon? Où se déroulaient ces réunions? Ces réunions, c'était déjà dans la nouvelle. Non, c'était au début, c'était au Mercaz à C'était Noir. au Oui. Mercaz. C'est-à-dire rue Oberlin? Noir était dans un immeuble Rue Oberlin? situé Rue Oberlin. rue Oberlin, dans un immeuble rue Oberlin, et il servait également de siège pour les instances de la communauté. Il y avait le bureau de la communauté. Ah, l'administration le communautaire secrétariat. se trouvait là-bas. Pardon? L'administration communautaire se trouvait là-bas. L'administration communautaire était là-bas. C'est partageait en quelque sorte les locaux de l'immeuble avec les locaux nécessaires au mouvement de jeunesse et un petit oratoire, un minyan, donc un lieu de culte qui était géré, réservé à la jeunesse et qui a continué à s'appeler d'ailleurs quand la communauté a été dotée d'un nouveau centre communautaire quelques années plus tard, 5 ans après notre arrivée d'ailleurs seulement, et a continué à s'appeler l'office du Mercaz al-Noar, c'est-à-dire du centre des jeunes. Alors, ce que je crois, il faut ajouter dans ce qui a constitué notre activité et aussi notre intégration dès le début, c'est que la création de ce poste d'aumônier de jeunesse impliquait que je devais prendre l'initiative d'un certain nombre d'opérations, d'activités qui associent à la communauté des milieux qui lui étaient jusqu'à présent restés entièrement étrangers, des milieux juifs bien sûr, qui étaient restés qui ne fréquentaient ni l'école juive, ni le jardin d'enfants juifs, ni les cérémonies du culte, ni les mouvements de jeunesse, et qu'il fallait promouvoir en quelque sorte de façon à ce qu'ils s'associent à l'une ou l'autre des activités de la communauté juive. Et alors, en même temps, se déroulaient les opérations pour la reconstruction de la synagogue. La synagogue de Strasbourg avait été détruite par les Allemands, et elle... Pardon, excusez-moi, on va en parler après de la construction de la synagogue, mais ce qu'on voudrait savoir, c'est un peu plus précisément quelles étaient vos fonctions en tant qu'aumônier de la jeunesse. Vous étiez responsable du Talmud Torah? Non, je n'étais pas responsable du Talmud Torah. Le Talmud Torah avait son directeur et son équipe, faisait d'ailleurs partie de l'équipe enseignante du Talmud Torah. Le Talmud Torah était placé sous la direction de Max Warschawski, qui, à l'époque où je suis arrivé, était rabbin de Bischheim, et qui ensuite, au bout d'un petit nombre d'années, est devenu rabbin de Strasbourg à son tour. Mais déjà à l'époque où il résidait à Bischheim, il était le directeur du Talmud Torah de Strasbourg. La fonction enseignante faisait partie de mes activités, mais pas au plan de la direction de l'institution. Alors, quelles étaient précisément vos fonctions? Mais ce que je viens de dire, à savoir créer et stimuler des activités qui associent des familles juives encore éloignées de la communauté, non seulement non cotisantes, mais non participantes. Mais par exemple, vous pouvez donner des exemples d'activités bien sûr, je peux donner des exemples. Ce que je voudrais d'abord souligner, c'est que sur un plan de perspective générale du développement qui s'est opéré à Strasbourg après la guerre, ça a été que on ne s'est pas occupé seulement de reconstruire ce qui avait été détruit pendant la guerre, et qu'il fallait évidemment recréer, il fallait remettre en place, et qui concernait le culte. La communauté avant-guerre s'occupait du culte.
Et elle avait des institutions qui étaient la synagogue, le Talmud Torah, la cacheroute, c'est-à-dire l'abattage rituel et tout ce qui le concerne, et le cimetière. Donc après, en quelque sorte, c'était reconstituer un centre communautaire, alors qu'avant la guerre, c'était une synagogue, un point c'est tout. Il fallait créer un centre communautaire. Voilà. Et ce centre communautaire, il a eu son embryon sous la forme du Merkaz Noir. Et quand a été entamée la construction de la synagogue de Strasbourg, j'y reviens, il ne faut pas trop m'en vouloir, on a d'emblée demandé à l'architecte de créer non pas seulement une synagogue, mais un centre communautaire comprenant une synagogue. La synagogue devenait une partie du centre communautaire. À l'inverse de la synagogue de Quai-Kléber, qui était un lieu de culte, un point c'est tout. C'était un lieu de culte. Et les autres synagogues de Strasbourg également. Et ça a été le premier centre communautaire en France. Il a servi de modèle pour plusieurs autres communautés. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on a parlé de Strasbourg comme étant une communauté pilote. De qui venait l'idée ou la notion de créer un centre communautaire qui n'est plus spécifiquement une synagogue au sein d'une communauté? Qui a eu l'idée L'idée, c'est que être juif, c'est pas seulement pratiquer une religion, mais c'est par exemple acquérir une culture. Et c'est pourquoi j'ai déjà à plusieurs reprises souligné, je crois que dans le cadre qui nous réunit maintenant, il est bon de le faire également, du moins à mon avis, c'est que l'élément qui a enrichi la vie juive à Strasbourg, ça entre dans la catégorie des études juives. C'est de l'acquisition d'une culture juive. Ce qui, avant la guerre, vraiment n'existait pas. Le judaïsme tel qu'il a existé à Strasbourg et en Alsace d'une manière générale avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un judaïsme où on n'invitait pas les adhérents à la communauté à s'asseoir pour étudier la culture juive et en particulier les connaissances traditionnelles, toute la littérature rabbinique. On n'enseignait pas avant la guerre au Talmud Torah ni la Mishnah ni la Gemara. La Mishnah, c'est-à-dire le résumé de la loi orale, la Gemara, tout son développement qui s'est développé pendant les premiers siècles de notre ère. Ceci était l'apanage d'autres communautés hors de France, et les bouleversements qui se sont produits pendant les années de l'occupation ont compris non seulement tous les malheurs qui ont frappé le peuple juif, mais aussi un brassage tel qu'on a découvert que nous étions, nous, juifs alsaciens, des juifs ignorants de notre culture. Ce qui était assez exceptionnel, car un des problèmes des juifs d'Alsace, c'était de se considérer un peu comme le nombril du monde et de n'avoir aucune conscience justement de leur inculture. Alors, c'est un petit peu énorme de dire ça, mais c'est vrai. Et on ne valorisait pas encore, comme on le fait peut-être maintenant, les qualités morales et familiales et traditionnelles. Mais au niveau des connaissances, c'était vraiment ce que tu devras, je pense, développer aussi, c'est ce que tu as fait avec les étudiants juifs. Ça a été un instant. Et moi, je voudrais aussi parler de ce qui a été aussi une nouveauté absolue à Strasbourg, c'est l'école juive, l'école Akiba. Et à cette époque, on était situé dans on montait, je sais pas, des escaliers terriblement dans la rue du marché aux poissons, quelque chose comme ça. On avait quelques petites chambres, parce que j'ai participé à cette première année d'enseignement, alors que je ne savais vraiment pas grand-chose. Mais comme vous le savez, les écoles juives, à ce moment-là, ont fait un peu feu de tout bois. Comme il n'y avait plus beaucoup
d'autorité, de gens qui savaient, de maîtres, de rabbins, les directeurs qui étaient aussi très jeunes et pas forcément expérimentés ont dû s'improviser directeurs et ont pris ce qu'ils trouvaient comme jeunes professeurs, ce qui d'ailleurs avait un aspect très excitant parce que on découvrait ensemble, on mettait au point ensemble. Je dois dire que tout d'un coup vous me faites penser à cette école Akiba dans les combles d'une vieille maison et où il y avait une atmosphère excessivement sympathique, conviviale et où également se préparaient les nouveaux modèles d'école juive, c'est-à-dire que tout ça, toutes ces expériences avaient un caractère vraiment très stimulant et très excitant parce que c'était nouveau. On improvisait et on réussissait à le faire parce que on était des équipes jeunes et très, je crois, très unies. Il n'y avait pas de différence marquée entre les plus pieux, les moins pieux. C'était des équipes très, très soudées, très, très toniques. Et on était content de faire ce qu'on faisait. On n'avait pas l'impression de rentrer dans une routine, mais d'improviser. Et cette école Akiba, ça a été aussi le point de départ de quelque chose de très important qui, quand ça s'est développé, a perdu un petit peu ce caractère unitaire et unifiant qui a aussi été l'objet de tensions et de conflits qui n'existaient pas du tout au début. Est-ce que le PSIL a été effectivement un peu le berceau des meneurs communautaires d'après-guerre? Oui, le PSIL est surtout remarquable par le fait qu'il a été créé sous l'occupation. Mais il y avait un précédent en France, c'était l'école Maïmonide qui en 1936 a été créée à Paris, dans la banlieue parisienne, à Boulogne, et qui a été la première école juive à plein temps en France contemporaine, et qui n'a pas pu fonctionner pendant l'occupation parce que, non seulement à cause de sa localisation, mais aussi du fait que son directeur, qui représentait en fait tout le potentiel, vraiment la totalité du potentiel du fonctionnement de cette école, a été fait prisonnier et resté en captivité pendant les 5 ans qu'a duré la guerre. Elle a été créée au lendemain de la guerre, et ce qui s'est passé à Limoges avec le PSIL a stimulé évidemment la création d'une institution similaire, à savoir une école juive à plein temps qui a été l'école Akiba à Strasbourg. Et c'est Avraham Deutsch, aujourd'hui le regretté grand rabbin, Avraham Deutsch, donc, qui a été l'initiateur de cette institution. Et il a choisi d'emblée Beno Gross comme étant celui qui allait être chargé de la direction de cette école. Et Beno Gross et sa famille, c'était des amis intimes, ce sont devenus d'emblée des amis intimes pour nous, et nous avons œuvré pendant toute la durée de notre activité à Strasbourg en symbiose totale avec lui. Et quand je dis lui, je parle de Janine et moi, et de Beno et son épouse Myriam. Il s'agit des deux couples. Alors, la première initiative de création d'une institution qui n'était absolument pas existante avant mon arrivée à Strasbourg, ça a été l'Union des étudiants juifs de France, section de Strasbourg, pour laquelle j'ai eu la possibilité de créer un foyer qui était situé à proximité même de l'université, le foyer des étudiants juifs, on l'appelait le FEJ, avec d'ailleurs un organe mensuel qui était produit et édité dans l'immeuble du Merkaz HaNoar. Le Réveil? Pardon? Le Réveil? Oui. Et ensuite, et également un restaurant universitaire juif reconnu par
l'organisme centralisateur des restaurants universitaires. Il y avait comme seule particularité de servir de la nourriture cachère, de la nourriture donc rituelle, et de donner cette possibilité aux étudiants. Il a commencé à fonctionner dans une institution qui se trouvait à avenue de la Forêt-Noire et qu'on appelait assez bizarrement la maison des déportés, parce qu'elle avait été créée pour y recueillir des enfants dont la famille a été victime de la déportation. C'était M. Blum qui dirigeait. Oui, c'est ça. La maison Blum. Oui. Et les débuts du restaurant universitaire juif, ça a été là-bas. Alors ça, ce sont les premières institutions donc, que j'ai créées. Par la suite, nous avons créé ensemble d'autres institutions qui ont été, par exemple, le Seder, la nuit pascale communautaire, pour des personnes qui ignoraient totalement ce que c'était que la nuit pascale et à qui on l'a appris. Et alors, dans cette nuit pascale, la particularité était qu'on ne se contentait pas de ce qui se passait habituellement traditionnellement dans les familles alsaciennes, c'est-à-dire la récitation du rituel, mais on y ajoutait des commentaires qui étaient extraits de la littérature savante créée par les générations successives du peuple juif et qui étaient des éléments de culture juive et qui étaient donc de l'enseignement, c'était même de l'étude. Et ça se passait dans ces nuits pascales. Alors, on a également créé, nous avons également créé un troisième seder qui était destiné aux enfants en bas âge. Et la condition pour pouvoir participer à ce seder, d'abord c'était d'appartenir à une famille où on ne connaissait pas le rituel de la nuit pascale. Deuxièmement, les parents étaient tenus d'assister s'ils voulaient que leurs enfants y participent, de manière à leur enseigner la manière de tenir un seder. Et alors, il s'est produit là la chose suivante, c'est que nous avons créé un rituel abrégé, adapté à l'âge des enfants, et que ceci a servi à produire progressivement la première Haggadah qui ait jamais été imprimée à Strasbourg. Il y a eu des publications juives dans l'histoire, dans la riche histoire juive de la ville de Strasbourg, de la communauté de Strasbourg, mais jamais on y avait imprimé de Haggadah. La première Haggadah qui a été imprimée, ça a été une Haggadah des enfants, une Haggadah abrégée, qui était créée pour servir à ce troisième seder. Alors, il y a eu ensuite les jeunes ménages, d'une part, et d'autre part, la création d'un service d'activités culturelles qui, au début, ont été essentiellement des conférences, mais ensuite sont enrichies d'une bibliothèque juive. Tout ça de manière à stimuler l'étude juive. Je disais tout à l'heure que c'est le mot qui je crois, le mot clé pour définir ce qu'a été la Renaissance juive à Strasbourg. Ça n'a pas été seulement une reconstruction, ça a été vraiment une renaissance. Et ce qui distingue la communauté d'après-guerre de celle qui avait fonctionné avant-guerre, c'est que il y avait donc des activités qui étaient fondées sur l'étude des valeurs juives, l'étude de la littérature, de la culture juive, et aussi bien les manifestations culturelles de la communauté qui d'ailleurs s'adressaient non seulement aux jeunes, mais aussi aux jeunes adultes et aux adultes moins jeunes, et qui ont survécu, fort heureusement. Il en a été de même en ce qui concerne les activités des jeunes ménages où on a Moi, j'ajouterais, toi tu insistes énormément, et tu as raison de le faire, sur l'importance de l'étude. Et moi, ce que j'ai beaucoup ressenti à l'époque, c'est l'importance du groupe social, de la communauté, de l'ensemble. C'était tout à fait
tout à fait merveilleux d'être un élément d'un ensemble de gens qui s'entendaient bien. Ça a été le fait des jeunes ménages. Les noms, on pourrait en citer beaucoup, beaucoup. Des gens comme les Bergman, qui sont devenus des intimes des Warszawski, les uns étant très religieux, les uns pas du tout, les uns allant vers les autres, les Klein, les Thiénot et Roland Klein, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, dont l'amitié a perduré, pas toujours jusqu'ici, malheureusement. Ici, les voies se sont souvent un peu séparées, mais là-bas, on n'avait pas du tout conscience de différences possibles. C'est quelque chose de difficile à imaginer. On était après-guerre, donc parmi tous les amis, il y en avait dont les parents avaient récupéré une affaire ou de l'argent, et d'autres qui étaient complètement fauchés. Et ça n'intervenait absolument pas dans les relations. Le fait que des copains puissent prêter de l'argent sans intérêt à d'autres qui avaient un ennui ou une maladie et pas de parents pour aider était devenu quelque chose de courant. C'est difficile à imaginer maintenant. C'était évident que si on avait des problèmes financiers, il y avait les copains. Et pour tout, c'était comme ça. Au point de vue religieux, il y a des amis comme les Roger Veil, qui habitaient la Museau, par exemple, et qui c'était très loin, éloigné de la ville, et qui pour se rapprocher... Alors, ils venaient en voiture au début, au Mercaz, ils venaient en voiture, et bon, c'était comme ça pouvait paraître choquant, mais on l'acceptait tout à fait comme une chose normale, et on l'a tellement bien accepté que c'est eux qui se sont rapprochés, qui sont venus habiter tout près du quartier, enfin, à quelques 100 mètres de chez nous. C'était donc épatant. Et alors on se voyait aussi les Shabbatotes dans les jardins. On avait transformé le jardin de l'université en un jardin personnel, comme on habitait dans des grands immeubles. Enfin, c'était les comptas d'avant l'heure. Pardon ? C'était les comptas d'avant l'heure. Oui. C'était en partie les comptades et en partie le jardin de l'université. On arrivait le samedi après-midi avec les poupées, les voitures d'enfants, la couverture pour servir le goûter, enfin des qui faisaient dire de temps en temps au gardien du jardin vous oubliez que c'est le jardin de l'université. On s'était installé, il y avait des tas d'activités simples et sur le plan humain très enrichissantes, et qui, je crois, qui ont permis peut-être de nous dépasser finalement. On était des petits juifs alsaciens et rien d'autre, et on a pu faire un peu plus de choses qu'on aurait pu imaginer parce qu'il y avait le groupe social par derrière. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Oui, tout à fait. C'est très heureux que Janine ait souligné cet aspect parce que je crois que une activité que je n'ai pas encore mentionnée et qui a été la création d'un cercle d'études de Talmud, de Gemara, le samedi après-midi, a été en vérité un élément de cadre social qui préexistait en quelque sorte à ce groupe, mais dont l'activité, à ce cercle d'études, mais dont l'activité d'études a développé vraiment le lien social entre tous ces participants. C'était mixte ou c'était... On se réunissait non pas à la communauté, c'était mixte, mais on se réunissait au domicile des participants, et ceci à tour de rôle. Ce que je regrette, ce qui aurait dû se faire, et là-dessus je crois que je vais aborder un chapitre que jusqu'à présent dans cet entretien
nous avons tous les deux négligé, c'est que il y avait parmi les participants de ce cercle d'études uniquement des hommes. Et je regrette encore aujourd'hui de n'avoir pas pris l'initiative d'y associer également nos épouses, celles d'entre elles qui l'auraient volontiers accepté. Je ne l'ai pas fait, mais il y a eu dans le renouveau de la vie juive à Strasbourg un second élément, en plus de l'étude, associé aux liens sociaux qui se sont développés autour de ça. Il y a eu la promotion de la femme en ce qui concerne son rôle de participant de manière pleine et entière à la vie juive, de même que les hommes. Et ceci a été démarré par celui qui a été le premier président de la communauté juive de Strasbourg après la guerre, bien avant mon arrivée, c'était Édouard Bing. Et il a, après l'époque de sa présidence, lorsque ses enfants ont grandi et que l'aîné de ses filles a atteint l'âge de 12 ans, il a célébré, il a fait célébrer dans le cadre de sa famille et de ses liens sociaux, la fête de Bat Mitzvah de sa fille. C'était la première fois que ça se faisait à Strasbourg. Le rabbinat n'y était pas à l'origine très très favorable. C'est bien entendu une façon de parler que j'utilise ici quand je dis qu'il n'était pas très favorable. Le rabbinat voulait dire le Ramadeutsch. La célébration de la Bat Mitzvah de la fille aînée Simone de Édouard Bing a été vécue par certains juifs à Strasbourg responsables juifs à Strasbourg comme une véritable provocation. Et Édouard Bing le savait. Et il était conscient du fait que s'il ne procédait pas à une telle provocation, rien ne se fera en faveur de la promotion de la femme dans la vie juive à Strasbourg. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Vous savez que la célébration de la Bat Mitzvah est devenue, tout particulièrement grâce à celle qui est devenue l'épouse du rabbin de Strasbourg, du grand rabbin du Bas-Rhin même, à savoir Mireille Barchavski, c'est devenu une institution que personne ne critique aujourd'hui, au contraire, et qui a transformé vraiment la vie juive à Strasbourg. La femme, avant la guerre, c'était ou bien la société des dames, ou bien rien du tout. Aujourd'hui, les femmes sont des enseignantes dans les écoles juives, au jardin d'enfants, elles sont des militantes et prennent des responsabilités, elles sont éligibles dans les instances de la communauté, elles prennent les mêmes responsabilités que les hommes, elles étudient, elles sont élèves à l'école juive, enfin bref, la condition de la femme a été complètement modifiée en ce qui concerne le domaine juif. Et ça, je crois qu'il faut toujours le rappeler. Alors, il y a une chose encore que je n'ai pas soulignée et qui est très importante, c'est que tout cela s'est déroulé sous l'égide d'une personnalité de premier plan qui a joué un rôle majeur dans le renouveau juif à Strasbourg et qui était André Neher. André Neher avait été professeur d'allemand. Il a été touché par le statut des Juifs en 1940, chassé de sa profession, privé de son activité professionnelle et bien sûr de ses moyens d'existence. Et il a opéré une transformation pendant la durée de l'occupation. Et après la guerre, il a soutenu une thèse de doctorat en littérature juive. Sa thèse de doctorat portait sur
un travail de recherche concernant le livre du prophète Amos dans la Bible. Et je résume bien entendu, il est devenu créateur de la chaire de littérature juive à l'université de Strasbourg. C'était pour la première fois qu'on enseignait la culture juive la plus authentique et la plus érudite à l'université en France. Auparavant, on enseignait tout ce qui concernait le domaine juif comme étant une science érudite de musée, alors que André Neher, en créant cette chaire de littérature juive ancienne et contemporaine, un élément de vie contemporaine, de vie tout à fait contemporaine. Et alors, il a été également celui qui a créé l'option de l'hébreu moderne comme langue étrangère dans l'enseignement secondaire en France. Et André Neher a eu des disciples. Les disciples d'André Neher étaient à l'époque ceux qui étaient les animateurs de la vie juive au plan communautaire, au plan des mouvements de jeunesse et au plan de l'école Akiba. Il avait chez lui, tous les Shabbats matin, un cercle d'études sur la Parashat Hashavua, qui était mixte. C'est-à-dire sur la lecture de la Torah de ce Shabbat, oui, et qui était mixte, oui. Alors, l'œuvre accomplie par André Neher à Strasbourg pendant ces années-là, ces années fatales de la Renaissance, de l'après-guerre, cette œuvre cruciale a donné un prestige que n'avait jamais connu la vie juive en Alsace, et a bien sûr provoqué des adhésions qui autrement peut-être ne se seraient jamais produites. Y avait-il quelque chose de similaire il a joué un rôle en France, ailleurs? Il a joué un rôle historique. Je parle de l'œuvre d'André Neher à Strasbourg, et j'insiste là-dessus, et je n'ai que des éléments constructifs à souligner quand je parle de cette œuvre. Il y avait quelque chose de similaire dans d'autres communautés en France, à l'époque? Il y a eu par la suite, du fait que a été créée cette chaire à Strasbourg, l'école des langues orientales de l'Université de Paris a également modifié ses programmes et a adopté un modèle qui se rapprochait de celui de la chaire créée à Strasbourg par André Neher. Il y a eu par la suite encore d'autres créations, mais ça a été un mouvement, un processus très très lent, mais qui s'est développé et qui n'a pas connu de recul et qui aujourd'hui embrasse une ampleur et une intensité beaucoup plus grande que ce fut le cas à l'époque. Vous avez évoqué avant la Société des Dames. Quel était le rôle de la Société des Dames à l'époque? C'était de s'occuper de bienfaisance. Pas seulement. Les tarots. Non, je parle d'avant-guerre. Ah oui, avant-guerre, c'était la bienfaisance. Oui, ça, la bienfaisance au sens tout à fait paternaliste. Oui, paternaliste, les visites de médecins, etc. Et après la guerre, alors, il y a eu vraiment aussi une prise de conscience de l'importance de la préparation à l'enterrement, enfin oui, la Taharat Mishpacha, qui était quelque chose de tout à fait méconnu. Il y avait des spécialistes, quelques dames qui faisaient ça. Attends, tu peux traduire parce que... Taharat Mishpacha, la pureté de la famille. C'est-à-dire? Alors, oui, ça c'est très compliqué parce qu'on entre alors dans le cadre de toutes les lois concernant le mikvé et le bain rituel qui est arrivé à ce point, qui était à cette époque-là tout à fait minable, je dois dire. Quelle époque? Après-guerre ou avant-guerre? Avant-guerre, je ne sais pas.
Après-guerre, oui, non, non. Après-guerre. Après-guerre, on n'utilisait pas le mikvé de la choule concurrente, entre guillemets, de Kagnek, Si, bien sûr, il n'y en avait qu'un. Il n'y justement. avait qu'un mikvé, et c'est aussi le grand rabbin qui chapeautait. Quand on avait un problème avec la mikvé fro, avec celle qui était responsable de vérifier la pureté, on allait se plaindre au grand rabbin. J'ai une fois menacé le grand rabbin que si la responsable n'était pas changée, j'allais organiser une manifestation de femmes se révoltant contre. Il a pris ça très au sérieux, elle a été changée. Voilà, j'ai une question à vous poser, car vous étiez visiblement un couple assez non conformiste. Alors, quelles étaient vos relations avec le grand rabbin Deutsch, qui lui était plutôt... C'était des relations extrêmement positives. Tous les mardis matins à 8h pile, j'étais seul dans son bureau en face de lui et il m'enseignait une page de Talmud en langue ivrite. On le parlait de manière... enfin, je ne parle pas de lui, je parle de moi. Je le parlais de manière très imparfaite encore. Ça a contribué à ma familiarisation avec cette langue et ça a facilité plus tard mon intégration en Israël dans la vie professionnelle. Mais nous ne nous contentions pas d'étudier la page de Talmud en question. Il y avait quelques petites déviations dans le déroulement de ce cours. Nous évoquions bien entendu des problèmes communautaires. L'actualité communautaire se déroulait dans ce sens-là. C'était en fait non seulement un cours, c'était aussi une séance de travail communautaire. On a vraiment coopéré de manière très étroite. Il y avait des désaccords entre nous. Et je ne considère pas que ces désaccords étaient de nature à nous séparer. Je dis pas, il ne faut pas dire bien au contraire, mais nous avions la volonté l'un et l'autre de travailler ensemble. Et on a trouvé les procédures nécessaires pour qu'on puisse travailler ensemble, malgré nos désaccords et sans que quiconque des deux capitule devant son partenaire. Je vais vous citer un exemple tout à fait caractéristique de ce qu'étaient nos relations avec le grand rabbin. Quand j'étais professeur au Talmud Torah et que je donnais une interrogation écrite, je tricotais. J'avais ma pelote de laine sous le bras et je passais entre les rangs pour vérifier ce qui se passait, etc. Et un jour, le grand rabbin est rentré, il était un peu surpris, c'était pas la norme de tricoter en donnant des interrogations écrites. Alors, après cela, il m'a fait venir dans son bureau et très gentiment, il m'a demandé si ça m'ennuierait beaucoup de ne pas tricoter pendant les interrogations écrites. Et je lui ai dit, monsieur le grand rabbin, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous donnez des interrogations écrites? Il m'a dit, je passe dans le grand rabbin. Alors je lui ai dit, vous pourriez peut-être apprendre à tricoter. Ce qui a désamorcé les pétards, mais tout ça très poliment, parce que vraiment on le respectait énormément, et c'était pas une manière de me moquer, mais de lui expliquer. C'était vraiment le style toujours de notre relation. Après, quand il est venu ici, nous allions régulièrement voir monsieur et madame Deutsch chez eux le samedi matin. Et alors il y avait aussi des désaccords, bien que sur le plan politique, au début il ne lisait pas Haaretz, mais à la fin il a lu Haaretz aussi. Et tout se faisait sur un mode excessivement respectueux. C'est pas, jamais on s'est permis une phrase déplacée, mais chacun était sur son compte à soi. Je pense qu'il y avait en plus de ça aussi une appréciation mutuelle, vraiment mutuelle, et une véritable amitié. Est-ce que les gens de la communauté, les membres de la communauté vis-à-vis du grand rabbin Deutsch le considéraient comme quelqu'un dont on craignait, ou la relation était très,
très facile et très aisé. Je m'excuse, je vais dire au revoir à ma fille qui rentrait de son avis. Vous voulez qu'on fasse une pause? Moi, je la Oui, fais. on fait une petite pause, d'accord. On va faire une petite pause. Mais on va s'arrêter dans un quart d'heure. Hein. Ah mais non, on a encore plein de choses, mais on peut faire une autre rencontre. On a encore plein de choses à... Parce que tu nous as pas encore parlé du tout de ton travail de secrétaire de la communauté. Et de l'arrivée des pieds noirs et de... Oui. Tu sais, les jeunes ménages, le FEJ, les foyers des étudiants juifs, les activités culturelles, ça s'est prolongé En quelle année es-tu devenu secrétaire de la communauté? 58, Ah oui, donc 5 ans après. au moment de Et ça a duré l'inauguration de la... Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, d'accord. Oui, mais ça, il faut duré nous en 10 ans. parler aussi, c'est important. C'est quand même un des plus grands événements, enfin 2 événements concomitants. Oui. Mais est-ce que l'un était cause de l'autre? Non, 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 parce que mon prédécesseur a été atteint par l'âge de la retraite. Et, Qui était-ce? Bertrand Joseph, il était aussi ministre Ah, le officiant. Hazan? Il était ministre Mhm. officiant, oui. Le Hazan. Il était secrétaire de la communauté et président du consistoire Non. et secrétaire du consistoire également. Non. Le consistoire À part. était pas dans les mêmes locaux. Et il avait... Comment s'appelle cette rue? Rue de Vieux-Marché au Vin. Peut-être, oui. Là-dessus, mes souvenirs sont un petit peu confus. Le consistoire, c'était une institution à part. Et il ne s'est pas occupé d'animation communautaire. Il a géré ce qu'il devait gérer, à savoir les propriétés des communautés juives, c'était essentiellement synagogues et cimetières, dans l'ensemble du département. Et de la relation avec les nominations des fonctionnaires. et la relation avec les autorités en quelque sorte. Oui, c'est ça. Oui. Il était comptable devant les autorités. Oui. Bon, on reprend parce que j'aimerais bien que tu nous redises ce que tu m'avais dit l'autre fois sur le rabbin Deutsch. On reprend là? Je continue. Oui. Vous avez dit que il n'y avait que le rabbin Deutsch qui était capable de construire la synagogue de la paix, que c'était un grand bâtisseur. Je ne suis pas sûr d'avoir pris comme exemple la synagogue, que c'était un grand bâtisseur, un créateur d'institutions, c'est incontestable. Et il a... c'est lui qui a créé l'école Akiba. Et il l'a maintenu envers et contre tout. Il y avait une grande hostilité contre le principe d'enlever les enfants à l'enseignement public et de les faire et suivre les cours dans l'établissement privé, une école privée. Et ceci a eu pour conséquence qu'il fallait en quelque sorte, en trouvant les finances nécessaires pour continuer, pour permettre à l'école Akiba de continuer à jouer son rôle, à exercer ses fonctions, il fallait chaque année vraiment se battre pour trouver les finances nécessaires. Et ça ne venait pas du tout dans les premières années d'autres sources que ce que pouvait fournir le grand rabbin. Et il a assumé ça de manière constante et sans jamais lâcher la moindre parcelle de ses responsabilités. Il a participé à... il a encouragé en quelque sorte ce qui s'est développé et créé à Strasbourg. Il n'est pas le seul à avoir conçu la synagogue de la paix comme étant non seulement une synagogue mais un centre communautaire. Il a été l'un des éléments. De même, quand on a créé d'autres institutions telles que le FEJ
le foyer des étudiants juifs et le jardin d'enfants qui au début portait le nom d'un rabbin qui a été déporté, qui s'appelait Robert Brunswick, qui ensuite est devenu le Gan Shalom, le jardin d'enfants de la paix, Shalom. Comme d'ailleurs la synagogue porte aussi le nom de synagogue de la paix. Il faut dire qu'elle se trouve située géographiquement comme ayant pignon sur une avenue de Strasbourg qui s'appelle l'avenue de la Paix. Et bien sûr, il y a eu une symbiose entre la recherche d'une vocation qui s'exprime par le nom de la synagogue et le fait qu'elle soit située avenue de la Paix. Voilà. Alors donc en 1958, la synagogue est inaugurée au mois de mars dans une grande cérémonie et c'est à cette époque que vous devenez secrétaire de la communauté. Général. Secrétaire général de la communauté. Alors dans quelles circonstances s'est fait votre passage d'aumônier de la jeunesse à secrétaire de la communauté? Le passage s'est fait par le fait que mon prédécesseur a pris sa retraite. Il s'agissait de Bertrand Joseph, qui exerçait également les fonctions de ministre officiant de la communauté à Strasbourg. Tout simplement, la communauté m'a demandé de prendre sa succession, ce que j'ai accepté. Cela ne modifiait pas de manière capitale mes activités et bien sûr le transfert du Merkaz, c'est-à-dire du petit immeuble où était rue Oberlin, localisé à la fois les bureaux de la communauté et les locaux des mouvements de jeunesse vers le centre communautaire s'est fait à ce moment-là et j'ai pu prendre possession en quelque sorte du bureau qui était réservé au secrétaire général en innovant totalement mes activités. Maintenant, je ne crois pas que ça a été une secousse capitale dans le rythme et la qualité et la nature de mes activités, de nos activités à Strasbourg. Et si j'ai été assisté par un nouvel aumônier de la jeunesse qui a été Jaco Grunewald, celui qui est devenu par la suite le rabbin Jaco Grunewald et dont l'œuvre est connue et qui a lui aussi eu une activité de journaliste juif de premier plan, eh bien j'étais bien sûr préoccupé par les charges de la gestion de ce qui était aussi bien la shrita, c'est-à-dire l'abattage rituel, le cimetière, éléments ou institutions dont je n'avais pas du tout à m'occuper antérieurement. Mais ça n'a pas été d'une difficulté majeure. Il y avait d'ailleurs un personnel subalterne qui connaissait ça, et ainsi d'ailleurs qu'une comptable, ce qui était très indispensable. Moi, je n'ai jamais été un grand artiste pour m'occuper des affaires comptables, des affaires financières. Heureusement que j'étais soutenu et pris en charge sur ce plan-là par des professionnels. Il y a eu une intensification des activités culturelles à la communauté, des activités qui n'étaient pas uniquement rituelles, comme c'était le cas avant-guerre. C'était une nouvelle communauté. D'ailleurs, le fait même qu'il existait ce centre communautaire, le premier promu en France, a donné vraiment son caractère à cette nouvelle communauté. Il y avait aussi dans le périmètre du centre communautaire le jardin d'enfants juifs. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Alors, oui. Une des grandes missions que vous avez dû accomplir en tant que secrétaire de la communauté, ça a été l'accueil des rapatriés, des Juifs d'Afrique du Nord.
Alors, Ça a été peut-être l'événement le plus marquant, non? je crois que c'était l'événement le plus marquant. Il était un peu préparé par le fait que j'avais initié des rencontres professionnelles, en quelque sorte, de dirigeants juifs des communautés de la région, qui comprenaient Metz, Colmar, Mulhouse, Belfort, dans un premier temps. C'est essentiellement ces communautés-là. Et j'avais institué des rencontres qui se tenaient une fois ou deux fois par an et où on échangeait des expériences. Quand est arrivée la période très délicate vers la fin de la guerre d'Algérie, où il fallait envisager le surgissement d'une Algérie indépendante, qui signifierait le départ non seulement des pieds noirs, mais vraisemblablement des juifs. Il y a eu des réunions qui ont été animées notamment par Joseph Weil et André Neher, et où on a essayé d'associer également les autres communautés juives en France. On a associé les communautés juives de la région, mais on a essayé d'associer aussi les autres communautés juives en France, en particulier au plan du consistoire central à Paris et de cette nouvelle institution qui était le Fonds social juif unifié, qui avait une mission sociale, une mission de prendre en charge les tâches sociales de la population juive. Là, il faut plus parler de communauté, il faut parler de population. On a été assez mal écouté dans ce domaine-là. Des échos existent d'ailleurs dans la presse juive de l'époque. Il s'est trouvé que lorsque s'est produit l'exode, qui a été spontané, l'exode des Juifs d'Algérie, j'entends, oui, qui a été en fait un exode spontané non organisé, les autorités françaises qui se trouvaient dans les villes portuaires où ont débarqué les bateaux qu'empruntaient les Juifs qui quittaient l'Algérie en panique et sans ordre, eh bien, il se trouve que les fonctionnaires français qui se trouvaient là-bas avaient pour mission d'orienter des groupes de réfugiés vers telle ou telle région de France, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'afflux que telle ou telle localité serait dans l'incapacité de recevoir. Alors, il arrivait également des groupes à Strasbourg, et ces groupes provenaient beaucoup plus de l'extrême sud algérien, par exemple de Gardaïa, que d'ailleurs. Et alors on nous a raconté par la suite que les fonctionnaires français avaient appris à demander aux réfugiés juifs qui arrivaient donc dans les ports, kasher, c'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de nourriture rituelle? Et tous ceux qui répondaient oui à la question de kasher, eh bien on les envoyait à Strasbourg, paraît-il. Et c'est ainsi que sans doute les Juifs d'Alger proprement dit, ou d'Oran, ou éventuellement de Constantine, ou d'autres localités encore, ne réagissaient pas à la question de kasher. Par contre, ceux de l'extrême sud algérien y étaient attachés de manière très 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 sérieuse, et ont été orientés sur Strasbourg. Alors, on n'était pas toujours quand même tout à fait prêts. Je me souviens d'un vendredi après-midi, d'un vendredi à midi, où tu as eu l'annonce de l'arrivée de 140, d'un train avec 140 juifs de Gardaïa. Vendredi après-midi, je ne sais plus à quelle époque, mais enfin, les journées n'étaient pas trop panique. On ne voyait pas du tout comment les caser. Finalement, la décision a été prise par Georges et toi et votre petit groupe
qui s'occupait particulièrement de l'intégration des Juifs d'Afrique du Nord, on a organisé le centre communautaire. Alors avec des lits de camp, la municipalité a livré des lits de camp, on a ramassé des pyjamas et on a tout organisé. Dans la salle de sport. Pardon, dans la salle de sport. Et ça, tout ça en une matinée? En une après-midi. En une après-midi. Une après-midi. Et alors, je me rappelle qu'on était sur le quai de la gare et qu'on a essayé de repérer quelques jeunes pour nous aider. Et c'est là que j'ai fait la découverte de la polygamie, parce que j'ai avisé une charmante jeune fille, quel âge, 17-18 ans. Alors je lui ai dit, trouvez-moi. Alors elle m'a dit, ah bah ma soeur qui a le même âge que moi. Enfin bref, c'était pas une jumelle, c'était une fille d'une autre mère. Et bref, on a repéré des jeunes qui pouvaient nous aider. On a amené tout ce monde au centre communautaire avec nos idiots de pyjama sur les lits. Les enfants ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait. Ils ne savaient pas non plus exactement à quoi servaient toujours des toilettes. Et on a eu pas mal de découvertes assez étonnantes parce qu'on ne savait rien non plus. On n'avait aucune connaissance de ce que c'était ce milieu. Et on l'a découvert assez rapidement parce qu'on a accompagné les dames. On prétend aussi que les gens de Gardaïa qui venaient à débarquer à Marseille, et à propos de cachère, on leur a demandé où est-ce que vous voulez aller. Elle leur a dit Strasbourg, parce qu'à Strasbourg, ils savaient qu'il y avait une boucherie cachère, parce que les boîtes de pâté Kadima arrivaient jusqu'à Gardaïa. Et donc de ce fait, ils savaient qu'à Strasbourg, il y avait de la viande cachère, on pouvait y aller. C'est ça. Et alors Gardaïa, c'était un monde extraordinaire. Les Boulakia, avec qui on est devenus archi-copains par la suite. La première fois qu'on a qu'on a découvert la réalité de la polygamie, c'est quand on est allé faire une visite de deuil à monsieur Boulakia. C'était assez extraordinaire. C'est le moment de la vieille épouse qui était décédée. Alors la vieille épouse était assise Shiva pendant que la jeune s'affairait à la cuisine et on a trouvé que ce n'avait pas que des inconvénients. Alors il fallait accompagner un peu les dames pour faire des courses et se débrouiller dans les magasins. Tout ça s'est fait avec beaucoup de bonne humeur. À l'école Akiba, par exemple, les relations ont très bien marché. L'accueil a été vraiment, je crois, remarquable. Toujours compte tenu du fait de cette conscience aiguë d'avoir mal accueilli, il fallait bien accueillir. D'avoir mal accueilli les Polonais, oui. Et les Allemands. L'avant-guerre, oui. Et alors là, il y a une grande sensibilité, et des cadres comme les jeunes ménages ont été formidables, parce que pas les gens de Gardaïa, ils ne sont pas venus aux jeunes ménages, mais il y avait quand même il y avait des instituteurs, il y avait des fonctionnaires, et on a repéré tous ces gens et on est devenus de grands amis. Enfin, il y avait, antérieurement à ces arrivées, s'était constituée une équipe au niveau le plus élevé des dirigeants de la communauté. Se sont particulièrement distingués des personnalités telles que celui qui était alors le président du consistoire, le docteur Joseph Veil, dont on a déjà parlé antérieurement dans cette rencontre, assisté par André Neher, assisté par Albert Hazan, un rabbin militaire qui avait exercé ses fonctions au Maroc et qui ensuite, lorsque le Maroc a eu son indépendance, a été muté à Strasbourg. Et il a eu une activité bénéfique au sein de la communauté. Il s'est associé à cette équipe et il a été indispensable pour nous conseiller et nous guider dans la manière qui était propice à un bon accueil des réfugiés. Et d'ailleurs, Albert Hazan nous avait familiarisés avec les Juifs marocains parce qu'il avait organisé, avant l'arrivée des Juifs marocains, un accueil d'enfants dans les familles. Et il avait une centaine d'enfants
à Kazé, oui. Oui, ils sont venus pendant l'été 62, ils sont arrivés de Mostaganem, tous de Mostaganem, à Strasbourg, et qui ont été accueillis dans des familles, et on a donné pendant les vacances d'été des cours de manière à les intégrer plus facilement dans les écoles avant la rentrée des classes. Et ça a été la première opération concrète qui a été réalisée à Strasbourg. Et ensuite, quand donc il y a eu l'exode généralisé des Juifs d'Algérie. Donc cette histoire de Mostaganem, c'était en 61, c'était pas en 62. Oui, c'était en 61, c'était avant. Ah, oui, oui, j'allais te corriger, mais oui. comme c'est toi l'historien. Tu avais raison, oui. J'ai pas aussi. Tu as parfaitement raison. Alors, pour redonner un exemple des relations nous habitions sur le même trottoir que les Albert Hazan, qui habitaient le coin suivant, et eux n'avaient pas la possibilité de faire une souka. Et nous avions fait une grande souka dans notre cour, plus ou moins à côté des ordures, enfin c'était pas très salubre, pas très esthétique, mais très salubre, mais c'était grand. Alors on faisait les fêtes ensemble. Et quand l'une cuisait sfarade, on chantait en ashkenaz. Et quand l'autre cuisait ashkenaz, on chantait en sfarade. C'était tout à fait extraordinaire. Il y avait une convivialité. Oui, comme cohésion, ça avait quelque chose, vraiment quand j'en parle comme d'un paradis perdu. Oui, alors on va... Juste une petite question pour revenir un petit peu en arrière, du temps de votre période comme responsable des jeunes en quelque sorte, oui, aumônier, comme aumônier, quelle était votre part ou votre participation dans votre rôle au niveau cultuel de la communauté, la synagogue, qui faisait fonctionner les offices Oui, je me suis intégré à l'équipe de ceux qui assuraient le culte dans l'oratoire du Merkaz Noir. Et puis vous avez créé l'office Hallel. Ça c'est autre chose, ça, oui, ça c'est autre chose. Oui, mais c'est quand même très Une seconde, oui, mais ça c'est venu plus tard, oui. Bon, il y a eu beaucoup d'initiatives dont je n'ai pas parlé parce que entrer trop dans les détails, ça pourrait devenir fastidieux. Mais Janine vient de mentionner un office qui n'a pas de rapport avec mon activité d'aumônier de la jeunesse, mais qui a eu un rapport avec mon activité d'animateur communautaire d'une manière plus générale. Ça a été créé le vendredi soir, un office qui était célébré et non pas selon les règles strictes de la halakha orthodoxe, mais qui comprenait des morceaux choisis du rituel et également introduisait la langue française dans la récitation des prières. Et ça se déroulait où? Et ça s'est déroulé dans un local du centre communautaire, sous l'égide de la communauté, avec l'accord du grand rabbin, qui était d'abord le grand rabbin Deutsch, puis ensuite le grand rabbin Warszawski, et qui associait à la communauté des gens qui n'avaient pas participé du tout aux cérémonies du culte antérieurement, et dont d'une partie d'entre eux, de même que ça a été le cas de certains participants des jeunes ménages, sont devenus à leur tour des militants communautaires, se présentant aux élections pour la commission administrative ou pour le consistoire et exerçant des responsabilités. Alors, ça c'était l'une des... Mais alors, pour le Merkaz proprement dit, j'ai constamment été même après ma promotion au secrétariat général de la communauté, j'ai constamment été un fidèle de l'office du Merkaz Noir, même après son transfert au centre communautaire. Et ceci, non seulement parce que je me sentais l'un des participants et j'aimais rencontrer tous les fidèles de cette communauté, c'était mes copains, mais aussi parce que nos enfants y avaient trouvé leur place.
et il rencontrait les enfants de nos copains qui étaient leurs copains à eux. Le local de la synagogue du Merkaz, de la rue Oberlin, se suffisait-il à lui-même au moment des grandes fêtes ou il fallait trouver un local par ailleurs? Je ne pense pas qu'il fallait trouver un local par ailleurs. Non, parce que j'entendais t'entends qu'il y avait des offices ou du côté de la salle des fêtes, oui, bien sûr. C'est avant la construction du centre communautaire. Non, c'est ce que je dis. Je parle avant. Oui. C'est ce que je dis. Bon. Il y avait où la salle des fêtes ou aller... Mais lui, il parle d'après. Le Merkaz a été intégré dans le centre communautaire. C'est ça. Oui, Donc, Non. Mais il y avait des offices qui se passaient parfois à la salle des fêtes qui se trouvait rue Sélénique. Et il y avait des offices qui se déroulaient au Palais des Fêtes. À Broglie. Oui, mais Au Palais des Fêtes, pendant aux grandes fêtes. pendant les fêtes de Rosh Hashanah, Nouvel An et de Yom Kippour, le Grand Pardon. Que le centre communautaire. Non, pas avant, mais je parle d'avant. Oui. Ben, nous sommes mariés, par exemple, nous sommes mariés à Caguenay. À Caguenay. Oui. Parce que vous étiez sous l'obédience du rabbin Deutsch à ce Mais moment-là. non, mais on n'habitait pas à Strasbourg à l'époque. Ah, d'accord. Janine habitait à Strasbourg. En 49, quand on s'est mariés, on s'est mariés. 49, oui. Et comment ça se fait qu'on vous a laissé vous marier là-bas? Parce que la Il n'y avait pas communauté, d'autres. la communauté n'avait pas encore Il y avait une seule communauté, grosso modo. de synagogue provisoire. Elle n'avait pas encore de synagogue. Il n'y avait pas encore la rue Broglie. Oui. Il n'y avait pas Ah oui, encore la la place rue Broglie, Broglie, oui. Nous avons donc célébré Ça, notre c'est mariage drôle. là-bas. Il y avait une haie d'éclaireurs en uniforme, d'éclaireurs et d'éclaireuses en uniforme, Et Georges et Jean entre la porte d'entrée et le dénuptial, et la roupa. La synagogue qui n'existe plus. Au niveau du local. Ah bah c'est comme au mariage de Elle Castor était et de démolie. Pivert, il y avait aussi une... La rue Caguenay qui a été démolie. Pivert était présente d'ailleurs Ah bon? à notre mariage. Elle est venue. Ah oui, Pivert est Elle venue est à venue la réception. spécialement, oui. Oui, spécialement. J'avais été à Orsay. Ah oui, c'est vrai. Elle est venue à notre mariage. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est comme ça. Il y a encore tout un autre versant dont on doit parler, c'est que tous ces gens dont vous avez parlé, finalement, après, se sont tous retrouvés en Israël. Donc il faut parler aussi on pourrait dire du transfert de la communauté en Israël. Maintenant, on peut le faire maintenant, mais on peut le faire une autre fois si vous préférez. Qu'est-ce que tu penses, toi? Votre rôle à la communauté s'est terminé alors en quelle année? Et de votre décision d'Alia? De la Alia. Nous avons quitté Strasbourg, la France, en été 1968 et depuis nous sommes ici, à Jérusalem. Et Mais c'était pas encore l'âge de la retraite. nous avons... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors pour... Lucien avait 40. Non, mais ça, on a dit qu'on va en parler une autre fois. Non, c'est-à-dire, on termine Strasbourg, après on passera... Mais là, c'est pas Strasbourg. Si, c'est encore Strasbourg. Oui, Enfin, comme tu fais. et nous avons commencé une nouvelle vie professionnelle, l'un et l'autre, ici à Jérusalem. Janine comme psychologue clinicienne, qui a travaillé à la fois dans un dispensaire du ministère de la Santé, ici à Jérusalem, et dans un dispensaire privé, sa consultation privée. Elle faisait les deux choses à mi-temps. Et quant à moi, j'ai eu la chance de recevoir la responsabilité d'un lycée israélien qui était une fondation de l'Alliance israélite universelle, mais c'était pas un lycée francophone, c'était un lycée israélien sur... Et qui a pris votre relève à Strasbourg alors? Pardon? Qui a pris votre relève alors à ce moment-là à Strasbourg? Alors la relève a été prise à Strasbourg par Raymond Franck, qui est devenu le secrétaire général de la communauté, qui a fait sa carrière là-bas. Mais il n'était pas à Metz? Il était originaire de Metz. Non, il n'était pas originaire, il était originaire de Colmar. Colmar, oui. Il avait exercé à Metz. De son activité Ouais, professionnelle. Ah, il a quitté Metz pour... Oui, pour venir à Strasbourg. C'était... Ah oui, d'accord.
Alors on parlera la prochaine fois, donc dans notre prochaine rencontre. Bah, c'est bien. Mais on peut déjà dire que partir à ces âges qui sont antérieurs à la retraite, ça donne un bon coup de fouet de renouveau et de rajeunissement. Je crois que c'est important de le dire parce que vraiment les gens qui viennent tard comme ça n'éprouvent pas cette chance Qu'est-ce qui a été votre catalyseur de faire justement votre allié à ce moment-là? Ça c'est une longue histoire. C'est pour ça que je te dis, il faut Mais que ça, je je te raconterai pour la ça. Voilà. Parce que c'est pas uniquement eux, c'est tous les gens dont ils ont parlé. C'est ça. C'est aussi bien Deutsch que. Je sais, tous les gens dont vous avez parlé, que Benno Gross, que Hazan. Deutsch était plutôt à la retraite déjà. Oui, Deutsch et Neher, c'était à la retraite. Ouais, Deutsch et Neher, c'était à la retraite. C'était plus facile comparativement. Oui, mais par exemple, Hazan aussi, pratiquement tous les gens dont vous avez parlé se sont retrouvés ici. Oui. Et malheureusement, ce sera très difficile de parler. Non, il faut au contraire dire tout ce que vous avez sur le cœur. Il ne faut pas censurer, surtout pas. Surtout pas, parce que ce qui est intéressant, c'est la vérité, c'est pas les... Non, mais oui, il y a des choses qui appartiennent au domaine privé, qui ne sont pas d'intérêt général. Quand c'est d'intérêt général, oui. Non, mais il faut dire les vraies choses, pas les... Oui, sans doute. Oui. Ben, jusqu'à présent, on l'a fait, je crois. Oui. Oui. Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux périodes. Il y a une espèce de période d'euphorie à Strasbourg, où tout le monde est uni, tout le monde coopère, tout le monde s'invite. Puis tout d'un coup, en Israël, Ça éclate. ça éclate, oui. C'est pour ça que c'est intéressant. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens dont vous parlez, qui sont tellement bien installés à Strasbourg, ils se retrouvent tous tout d'un coup en Israël et même dans le même quartier. Moi j'ai beaucoup de points d'interrogation, hein, j'ai pas de réponse. Non, Mais ça fait rien, on peut s'interroger en tout ensemble. cas, c'est certainement pas notre influence. On ne peut pas imaginer. Il ne faut pas avoir de pensée grandiloquente. Non, c'est comment on dit. Bon, enfin, il y a sans doute des phénomènes historiques présomptueux. Merci. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que vous parlez d'une communauté unie, coordonnée, tout ça, puis en 67, tout le monde s'en va. Et de gens pour qui C'est le marrant. dialogue était capital. Oui. André Neher a écrit sur le dialogue des pages magnifiques. Et puis ici, ça a changé. Mais ils doivent trouver eux. À partir de quel moment ça a été le point de cassure? Moi, je pense que la guerre de Kippour. De Kippour déjà? Ah, déjà, hein. Mais ton frère, il est venu en quand? Mon frère était venu en 1944. Ah oui, déjà, quand même. Claude était venu avec les gens de Taluyer. Il a traversé. Oui, tu n'as pas parlé de Taluyer, Léo c'est Kohn dommage. faisait partie. Léo Kohn Tu as faisait été partie aussi à de- Taluyer, toi. Non, faisait partie Si, à Lautrec. du convoi qui devait traverser la frontière d'Espagnol, à laquelle a participé Claude. Mais tu n'étais pas à Taluyer, toi? Non, il était à Lautrec. J'ai rendu visite. Non, moi Ah, tu j'étais as pas à rendu Lautrec. Mon visite. frère Ah, c'est était à ton frère, Lautrec. oui. Mon frère était à Lautrec. Moi j'ai fait Ah, une j'ai fait visite des visites à Lautrec à Taluyer. Prolamouette sous Côte. Mais ton frère était 1942. religieux, alors? Pardon? Il était religieux, ton frère? Mon frère était religieux, il avait Mais d'où ça lui subi venait? l'influence Ah oui. du rabbin chic, qui a joué un très grand rôle dans nos existences à tous les deux. Et ça, c'est une autre histoire. C'est vrai. Ah, mais c'est intéressant aussi. Hein, c'est Ouais, déjà c'est ça. à la guerre du Kippour. Il Je pensais que dormait ici 82 quand avait il été a plus joué un au Chili. facteur déterminant. Chili. Ça va. Déjà, Ah oui? mais tu sais, eux diront que c'est nous qui avons changé. Oui, bon, ça. Je me rappelle en 82, quand j'étais administrateur de la communauté à Strasbourg, quand il y a eu les premiers éclats avec Freddy Raphaël. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont été là pour le soutenir, quoi. Ou du moins qui acceptaient qu'il puisse avoir un avis divergent aux autres. Mon Et bien, il y père- avait Jaco Grunewald aussi, il a écrit dans son journal, il avait écrit un titre Kaddish pour un massacre, ou Jaco. Oui. Ah ben vous vous Kaddish pour souvenez un pas pour massacre. Sabra et Shatila? Je crois qu'ils l'ont plus... Il y en a un qui avait osé aussi s'exprimer de façon assez clairvoyante, c'était le grand rabbin Fuchs. Oui. Oui. Qui avait osé très Ah tôt, oui. mettons bien avant Rabin, de dire que le dialogue c'était avec les Palestiniens. Oui, mais ça, on n'était plus là, on n'en était pas conscient.
On le retrouve maintenant à travers des écrits, le rabbin Fuchs, mais Si, on ne sait pas tellement. Oui, rendu compte. Mais je pense que c'était déjà dans les années 70. Hein. Oui, c'est possible. oui, oui. Oui, mais c'est ça, il faut mieux quand même, Michel, il C'est faudrait qu'on se refasse une séance. Pas de problème. Parce que Voilà. j'ai encore beaucoup de choses. Alors, et non, c'est très important parce que finalement, bientôt la communauté juive d'Alsace, elle sera ici. Encore une petite question. Pas sur ça. Après-guerre, se crée le bulletin de nos communautés. Mais il y a aussi un bulletin de liaison de la communauté qui est propre à la communauté. Unir. Éco, Unir, ça date de quand? Ça vient de qui? Au début, ça s'appelait Unir. Unir a été créé. Il faudrait demander à Simone. Je crois que j'ai quelque part, mais je ne sais pas si je suis capable de le retrouver. J'ai le premier numéro. C'était une feuille. Oui, je me rappelle. 4 pages. Ouais, c'était une feuille pliée comme ça. Que je rédigeais presque entièrement, tout seul. L'initiative, c'était votre initiative de... Oui, mais enfin, je suis pas seul. Ouais. J'en avais fait la proposition, oui. Et c'était, je crois, c'est René Veil qui l'a créé, quand René Veil est devenu président de la communauté. Et alors, quelle année c'était? 61, 62? Parce que le bulletin de nos communautés existait encore à cette époque-là. Encore un qui est venu en Israël, c'est vrai, ils sont tous venus. C'est pas du concurrentiel. Oui, non, d'accord. Mais enfin bon, c'était la feuille de chou de l'époque, le bulletin de nos communautés. On était très liés. Ah bon? Et avec les Rémois, Mais vous n'étiez pas de la même génération. Non, on était très liés, les hommes par le travail. On n'invitait pas que des gens de notre génération, mais il y avait tous les vieux cousins qui n'avaient jamais eu de CDR. C'était souvent un petit peu rigolo pour les enfants. La manière de chanter de mon cousin Robert, c'est resté célèbre. Mais tout ça était dans un grand esprit d'ouverture. Et alors la guerre de Kippour, mais c'est beaucoup de notre faute, de notre fait. Moi j'ai vraiment une grosse crise à ce moment-là, parce que j'ai travaillé avec les familles endeuillées, comme l'ont fait une grande partie de mon dispensaire. Et alors j'ai découvert l'horreur de ces pertes, d'annoncer aux parents. C'est pas nous qui annoncions les disparitions ou les morts, mais nous venions tout de suite après, les équipes de psy. Et alors là, pour moi, c'est devenu évident que l'horreur absolue, c'était la guerre. Et ça, c'était... Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des dissensions exprimées, qui se sont exprimées proprement parler entre nous à l'époque de la guerre. Je me rappelle de discussions assez violentes, par exemple, enfin assez violentes, virulentes, avec Jacqueline Dreyfus. Oui, bon, ça c'est pas surprenant. Non, mais c'était quand même une très bonne copine. On Attends, était toutes les deux psychologues. Tu la situes à quand cette discussion? Ben, moi j'avais un peu de problème métaphysique à ce moment-là aussi. J'étais plus très d'accord. Oui. Mais tu la situes à quand cette discussion exactement? Ça, écoute, tu sais, moi je vois ça plutôt vers l'époque de la paix avec l'Égypte. peut-être bien, oui. Ah mais non, là c'était déjà bien marqué. La paix avec l'Égypte, eux ils sont allés, pour le prix Nobel, les Dreyfus étaient allés manifester à... Non, ça c'est Oslo. Quel prix Nobel? C'est en... Sadat et... Ça c'est en 93, 1993. Oui, c'est beaucoup, Alors c'est que beaucoup moi, je plus te parle de tardif. 1970. À mon avis, la plus grande fracture, ça a été au moment de la guerre du Liban, à mon avis. Oui, c'est possible. La guerre du Liban. Le manifeste des 24, c'était la guerre. À mon avis, le gros, il y a eu peut-être des petites nuances de dissension, mais qui n'étaient pas très
très prononcée à l'époque de la guerre de Kippour, mais la guerre du Liban a été vraiment le point de fracture. Oui, là, il y a eu une publication de 24 noms de gens qui appuyaient l'opération, alors que nous avions des gosses là-dedans. Mais des juifs de Strasbourg. Oui. Mais qui a été publié à Strasbourg ou ici? Dans quoi ça a été publié? C'est l'appel des 24. Je C'est vois tellement bien, mais je sais dans, plus. ça a été en France, ça a été publié dans la Tribune juive. Ah oui, c'est bien. Peut-être dans d'autres organes, d'autres Faudrait demander à publications. Jaco, alors. Oui, moi je suis absolument pas fiable au niveau chronologique, les dates, je fais une salade terrible. Non, parce que je me souviens très bien, Jaco a fait une couverture qui a fait un grand scandale au moment de Sabra et Shatila, où il a écrit Kaddish pour un massacre, donc dans Tribune juive. Mais ça devait être un de ses derniers numéros, parce qu'après il est parti, mais... Ou peut-être qu'il a été viré à cause de ça, je sais pas. Vous vous souvenez pas de ça? Non. Ah, bon, pourtant, on en Si, avait parlé, hein. oui, oui. Tu Mais te souviens c'était pas, toi? là-bas surtout, on n'était pas. Oui, On était très 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 pris par. parce qu'il Nous se avons eu les passait deux garçons mobilisés et Anne-Joël mobilisée en même temps pour pendant la guerre du Liban. pendant la guerre de Kippour. Ah, de Kippour, oui. Oui, les deux garçons étaient à l'armée, Daniel comme Ishmilou et Michel à la fin de son service militaire. Ah oui, c'était Et pas drôle. Anne-Joël commençait son service militaire le 6 octobre. Dans l'année Nous 08. étions en Schlichut, en France, de 78 à 80. On est revenu en 80 à Jérusalem. Et il y avait à l'époque, on se réunissait pour les francophones, Théo Dreyfus, Beno Gross, et il y avait, qui c'est qu'il y avait encore On se réunissait pour quoi faire? la Parashat Shavua, Ah oui. le samedi après-midi. Et alors un jour, il s'est produit la chose suivante. Les participants de ces rencontres ont posé la question d'une possibilité de Shabbat en commun, en dehors de Jérusalem, en dehors de nos maisons familiales. En commun, oui. Et au cours de l'année 80, ce Shabbat s'est déroulé. Et nous l'avons appris après. Oui, il y avait toujours Oui. une bonne âme pour. Nous l'avons appris après. Et quelqu'un nous a, qui faisait partie de ce groupe, qui n'était pas tellement content du fait qu'on ait été tenu à l'écart, est venu nous raconter qu'ils s'étaient réunis, qu'ils avaient décidé de ne pas nous inviter, et que quand ils ont finalement convenu de fixer la date et le lieu du Shabbat en commun, ils ont précisé à condition que les Lazars n'y soient pas. Charmant. Il faut dire qu'on a toujours eu la grande gueule. Hein, on sait pas. On s'est toujours exprimé. On s'est toujours exprimé, oui d'accord. Et puis quand on a milité pour... pas contre X ou Y ou Z, mais bref, à condition que les Lazars n'y soient pas. Et ça, j'étais... Ça m'a fait mal, ça nous a fait mal. Oui. Ça nous a fait mal. Et je l'ai... On a eu l'impression d'ailleurs que beaucoup de choses étaient faites pour faire mal. Alors là-dessus, il y a eu la guerre du Liban. Ça n'a pas arrangé les choses. Ça n'a pas arrangé les choses, en plus qu'il y a eu un incident très 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 sérieux entre notre fils aîné qui était à Sabra ou Shatila. Ah, Oui. Non, il était au Liban. Il était au Liban. Mais Sabra Shatila, Non, il n'a pas assisté à où ça. où c'est Sabra Shatila? Non, oui, d'accord. Non, mais ce qu'il a dit, il a participé au nettoyage de Ein Chiloué. Oui, Quand d'accord. on lui a demandé, Oui. après la chose la pire qu'il avait faite. Et alors, qu'est-ce qui Est arrivée une lettre collective dont NER avait pris l'initiative et qui
soutenait l'action de l'armée israélienne, l'action de Tsahal au Liban, de manière très 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 musclée. Et alors Daniel, après avoir vécu le nettoyage, entre guillemets, à Enchilwe, a écrit une lettre à André Neher. Et à Eliane Amado, et à Théo Dreyfus, et à C'est ça, oui, qui était aussi signataire, également, bien sûr, de cette lettre. Et il n'a jamais eu de réponse. Et cette lettre disait, il racontait son vécu de Enchilwe, il disait que il s'adressait surtout à Neher. J'ai appris de vous, monsieur le professeur Neher, que j'ai appris la valeur du dialogue, et surtout du dialogue entre les ennemis, de manière à ce qu'ils puissent régler leurs conflits, leurs problèmes. Et il n'a jamais eu de réponse. Et cette lettre, elle a circulé comme étant un document mettant en cause l'autorité de Neher et son... Mais pourtant, vous avez continué à voir les Neher jusqu'à la fin. Non. Non, non. Non. On était persona non grata dans la maison Neher. Et même un an après la mort de Neher, alors que il était arrivé 2 ou 3 fois que je véhicule Rina Neher, qui était veuve à ce moment-là, d'une rencontre où nous avions participé les uns et les autres, les uns et elle. Nous l'avons véhiculée en voiture pour la ramener à la maison. Et alors j'ai une fois dit, au bout de la 3e ou la 4e fois, est-ce qu'on pourrait envisager de vous rendre visite Shabbat prochain par là. Elle m'a dit, c'est un peu prématuré. C'est pas encore le moment. On était bannis de la fréquentation. Mais quoi, à cause de cette lettre de Daniel? De ça et d'autres choses. Ça et d'autres choses, parce qu'on avait une trop grande gueule en faveur de la paix, en faveur du dialogue, en faveur aussi d'une mise en cause de certains aspects de l'action israélienne. Quand on demandait à Daniel la chose la pire qu'il avait vécue au Liban, parce que lui avait fait Ismaïlia et la traversée de mer. Mais au Liban, il nous disait, quand un enfant palestinien est sorti d'un bunker comme ça, il a dit, ça c'était écrit, oui, il a dit il a pleuré, il a dit je n'étais pas le seul à pleurer. Ouais. Il était d'ailleurs dans le régiment, son colonel était Geva. Quel est son prénom? Ah oui, Eliaou Geva, non? Hein? C'est pas Eliaou Geva? Eli Geva, oui. Eli Geva, oui. Eli Geva qui a, vous savez ce qu'il a fait? Refusé de tirer sur Beyrouth. Oui, refusé de tirer sur Beyrouth. Et qui a été dégradé après. Oui, il a été dégradé après, oui. Oui. Alors Eli Geva, c'est un cousin de Glasberg. Un arrière-petit cousin de Glasberg. De la baie? Oui. Ah bon? Ça pour la prochaine. Son père, Yosef Geva, avait refusé de rencontrer l'abbé Glasberg quand il est venu en Israël. Ah oui? Oui. Et quand plus tard, il a fait une visite à Paris et il a... Oh mon Dieu, il laisse des choses pour la prochaine fois. À Kol Nishor Bamishpacha. Dis-moi, mais comment il a pu arriver ici en 1944, Claude? Eh bien, tout son groupe. Mais quel groupe? Le groupe des anciens de Taluyer et des fermes écoles. Ils ont été parmi les fondateurs de Enanatsiv. Et alors, oui, ils ont Non, mais comment en mai 1944, ils ont traversé l'Espagne. Ah, par l'Espagne, oui. Ils ont été foutus en tôle. 6 mois en Espagne. Et en septembre. Ah, ben Georges aussi, c'était. En septembre, dans les forces françaises. Ah oui. Tout à fait. En septembre ou peut-être déjà en août, non, je crois que c'est en septembre, ils ont embarqué à bord du Guinée à Cadix. Le Guinée les a... Mais qui a organisé ça, l'agence juive? Oui, l'agence juive. Qui les attendait à Cadix? Non, pas à Cadix. Ils ont traversé la frontière et ils ont été mis en tôle. Oui. En Espagne, dans quelle ville? Oui,
oui, ça Les va là-bas. rigas. Oui, peu importe. Oui. Les rigas, non, c'est Les pas ridas. Oui, c'est- les ridas, voilà, pas les Voilà, rigas. les ridas. Et de là, au bout de 6 mois, ils sont Non, partis. moins que ça, moins que ça. J'ai l'impression que. Oui. Enfin, Oui. Tu sais, c'est pas fiable. Ils sont. Oui, enfin, ça n'a pas ils beaucoup ont- d'importance. oui. Non, ils sont partis sur le Guinea et ils sont arrivés en Israël où ils ont d'abord été dans un séminaire à Jérusalem et ensuite ils ont été à Dagania, Beth, tout à fait au début, et puis ensuite à Enanasi. ils ont constitué un gari. Avant Chameau, alors, ils sont arrivés avant Oui. Chameau. Oui. Pas tellement Non, longtemps. Chameau était en Suisse pendant ce temps-là. Oui, jamais. Mais, et alors, Ces Alsaciens. hein. oui, et alors Claude, il est retourné en France à la mort de mon père, c'est-à-dire en 50. Un an après notre mariage, mon père est décédé et maman était sans moyens. Alors Claude et Judith sont Mais rentrés. où est-ce qu'il a rencontré Judith? Oh, Judith était son prof de Yahadout à Taluyer. Parce qu'elle n'était pas alsacienne, elle était d'une Allemande, oui. grande famille aristocratique allemande. Ah, ils se sont connus à Taluyer Oui, déjà. oui, oui, Ah, là, là. oui. Et alors, ils se sont vus, ils se sont plus, et ils se sont promis, et chacun avec les petits copains, enfin, ça c'est la petite histoire. Ah, dis donc. Ils sont mariés en 48. Hein. Ils sont mariés. Bah, tu vois, la prochaine fois, il faut aussi parler de ça, parce que c'est les précurseurs. Il y a aussi donc et Moshe Katan, mais je suis là, mais ils sont venus en quelle année? Je sais pas, tu peux pas te dire l'année, mais bien plus tôt aussi. C'est Bien ça. plus tôt. Bien plus tôt. Les gens qui étaient venus avant, c'était les Cohn, Quel con? Mordechai. Marcus et Rachel. Ah oui, oui, parce C'est qu'elle était Rachel. déjà remariée. Oui, Oui. oui, oui, oui. Non, c'était pas remarié. Rachel était veuve quand elle est arrivée. Elle a eu c'était très très difficile. Pour Marcus, c'était pas un remariage, c'était son premier et Ah dernier oui, Oui, mariage. elle a oui, épousé oui. deux Monsieur Cohn, l'un après C'est l'autre. ça, c'est Oui. ça. Non, la fille, c'est Madame Cassoto, Les non? Catan, ils ont dû La venir. fille, c'est Madame Cassoto. Naomi Moshe Cassoto. Katan, Ça, Paul c'est sa Klein, fille. Ouais, ouais. Il Oui, vivait c'est en ça. 51, il me semble. Et alors, il y avait les Lévis qui sont venus en 54. Je les connais. Claude et Claire. Claude et Lévy, Claire. Alton. La Claire, sœur, Ah oui, oui. oui. plus tard, t'as- Ah, déjà, t'as pas déjà dit. En 54, qui était très tôt, je crois, ne pas me tromper. Je sais pas quand, c'est assez tôt, effectivement. C'est la tante Claire de ton épouse. Oui, oui, je sais. Et alors, Ça, c'est une maîtresse femme. Hein. Oui, comment? Et alors, il y avait. Il voulait aller l'interviewer, mais il a peur, Je peux. parce bonjour, qu'elle ça. t'impressionne. Oh putain. Vraiment, voilà, c'est de la broderie, hein, ce que tu dis. Et chameau et pivert, donc. Et chameau et pivert. Et castor, donc. Oui, oui, oui. Alors, Castor et Pivert, ça c'était. Et pour nous, Pivert a été une bénédiction. On allait nous la voir quand elle était dans son bête avoc, mais elle était une des seules qui comprenait nos positions. Ah bah oui, qui ça. nous soutenait, oui. Mais ça, elle a eu du courage, hein, puisqu'elle a interdit qu'on donne le nom de son mari à une maison qui faisait des cours de droit, enfin, qui était identifiée avec. Oui, oui, elle était très, très courageuse. Tu n'étais pas là, toi, de ça, la dernière réunion qu'elle a faite pour les 50 ans de la mort de Castor? Je vais y être. Parce qu'elle avait demandé à Lucien de parler donc de la résistance des Aïs. Tu te souviens pas, c'était tellement marrant. Donc Lucien a commencé à faire son topo, toutes les 3 phrases. Mais non, mais c'est pas ça. C'était toujours Oui, comme elle ça. faisait tout. Elle se levait comme mue par un ressort. Mais Et non, mais disons, là, elle se c'était levait pas le 22 octobre, c'était le 6 novembre. Mais là, elle Et se avait levait pas, toujours elle était en raison. chaise roulante, elle pesait 40 kilos, même pas 35 kilos. C'était tout à fait à la fin. Oui. C'était à Francforter. Non, non, c'était dans sa maison, elle avait organisé oui, tout oui, toute non, seule. ça- Et c'était tellement marrant, on aurait cru qu'ils faisaient un sketch les deux. Dès que Lucien essayait de dire quelque chose, mais non. Et en général, elle avait raison. Ah, c'était une Oui, mais elle se trompait personnalité. pas, hein. elle. Vous savez, à quelle heure elle vient, Michal? Elle vient pas. Oh, Elle vient demain.
Ça, c'est bien aussi. Voilà, eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. En fait, Il y a un sacré boulot à faire maintenant parce que tu vas nettoyer tout ça. oui, il faut que vous nous donniez des photos en plus. Hmm. Il faut que vous nous prépariez des photos. Ça, on n'a pas beaucoup. Ah, À est-ce que l'époque, vous on n'en avez- faisait pas. Vous n'avez pas une photo de mariage? Si.